Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le chef Julien Sebag. Autodidacte, le chef est désormais incontournable avec sa cuisine israélienne et colorée qu'on peut retrouver chez Créature, sur le rooftop des Galeries Lafayette. Alors, c'est un resto qui est saisonnier, chez Forest et puis chez Michaud, que j'ai eu la chance de tester avec ma copine Andrea il y a peu. Andrea qui était dans mon podcast la semaine dernière qui parlait d'Armand Altaï, ça vous dira peut-être quelque chose. Il a sorti l'ouvrage Autodidacte chez Flammarion, disponible dans toutes les bonnes librairies. Mais avant de parler échecs, rebonds, tout ça, vous connaissez, je voudrais juste en profiter pour vous conseiller les potatoes à l'aioli et paprika. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez de cette info, mais je voulais pas garder ce bon plan égoïstement, rien que pour moi. Hello Julien, ça va ? Salut, ça va très bien et toi ? Alors je crois qu'on partage déjà cette passion des frites / potatoes. C'est un sujet ? C'est une passion viscérale. Et du coup, les potatoes, pour arriver à avoir, tu vois, ce côté fondant et croustillant, petit tips, elles sont d'abord cuites à l'eau, frites une première fois, et après frites une deuxième fois. Ah putain! Ouais. C'est encore mieux que chez l'entrecôte. Tu te rends compte de ça? Pourquoi? Ils font que 2 bains de friture, eux? Ils font 2 bains de friture, et déjà, pour moi, c'était The Goat. Vraiment, c'est genre mon resto préféré de tous les temps. C'est incroyable. Pour cette raison, tu vois. Ah, je pensais pour la sauce. Tout le monde aime pour la sauce, non? Ouais, mais moi, j'aime trop les frites. Enfin, vraiment, il y a un truc, quoi. Il y a la mais elles sont hyper fines, non? Elles sont fines, et puis, tu sais, moi, j'aime bien les petites qui restent, les petits bouts. Tout croquants. Extraordinaire, là. C'est la vie. Et en fait, celles qu'on fait chez Michaud, elles sont plus épaisses, je sais pas, en mode potatoes. C'est pour ça qu'on fait un bain de cuisson à l'eau avant pour déjà un peu les pré-cuire, parce que sinon, tu vois, si tu veux vraiment ce côté fondant. Mais pas trop gras, du coup, parce que ça cuit au milieu, donc c'est mou au milieu. Mais si tu faisais 3 cuissons à l'huile, ce serait un peu trop gras, du coup? Potentiellement oui, et puis surtout il y aurait pas la place, je pense, dans la friteuse. Ah oui, aussi. Ça ferait un peu des bouchons au bout d'un moment, tu vois. Viens, on parle pas d'échecs, on continue à parler de potatoes. Trop chaud. Le hors-série un peu bizarre, mais genre why not? Qui sort de nulle part, genre potatoes. Aioli, tu vois, juste un titre comme ça, et les gens cliquent en connaissance de cause, quoi, tu vois. Les vrais savent. Non, en vrai, on va devoir quand même parler échecs et d'un sujet très intéressant parce que ça parle de pression sociale, de regard des autres, de ce tournant que sont les réseaux sociaux aussi. Parce qu'il y a des moments, j'imagine qu'on oublie qu'on parle à une grosse communauté comme la tienne. T'as 100K sur Instagram. Un peu plus, ouais. Un peu plus? T'as combien? 141. Ouais, c'est pas mal plus quand même. C'est quand même 41 000 personnes de plus. Ça fait un beau stade, quoi. C'est fou, hein. Ouais, c'est dingue. Et il y a des moments où j'imagine que tu oublies un peu ça, parce que toi, tu postes et tout, mais en fait, les répercussions de chaque post, elles sont beaucoup plus grosses que si tu montrais tes photos qu'à tes potes dans ton salon, quoi. Bien sûr. Et donc, t'as imaginé un concept de photo, donc tu vas me raconter comment c'est parti, qui a pas fonctionné du tout comme tu l'aurais pensé. Ça t'a fait un peu réfléchir à ton impact sur les réseaux, quoi. Exactement. C'est quand? C'était il y a 5 ans, je dirais. Ouais. À peu près 5 ans, ouais. J'ai eu envie de m'amuser un petit peu et de sortir la nourriture de son carcan habituel. Et du coup, je me suis dit que ce serait plutôt marrant de faire un shooting de recettes dans la nature et à même la nature, au lieu de mettre de la vaisselle, de dresser une assiette à même un rocher ou bien mais dans le bois de Boulogne en fait. Okay. Dans la forêt finalement. Dans la forêt. Le bois de Boulogne qui sort comme ça. Mais alors, t'avais déjà un resto à l'époque? Est-ce que t'avais un concept? T'en étais où dans ta carrière déjà? Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais chef à domicile pendant les 2 premières années, et c'était à la fin de cette période-là, juste avant que je monte le restaurant chez Wham, qui était un pop-up que je faisais tous les mardis au Bus Palladium, à l'étage. Cool. Bus Palladium qui est juste dans notre quartier, mais qui vient de fermer. Tristesse absolue. J'étais à la dernière et tout. C'est vrai? En mode demolition ou pas? Ah non. Parce qu'ils ont fait plein de dernières. Mais oui, on est d'accord. Ouais. Et pendant 3 mois, on était là, mais du coup, c'était un bluff pour augmenter les entrées ou... Même pas, en fait, le j'étais truc. à l'avant-dernière, alors. Ouais, ou t'étais à la dernière fois 10, quoi. Peut-être. Ouais. Mais en fait, je crois que j'ai entendu dire que finalement, la fin était décalée à chaque fois par le proprio qui arrivait pas à avoir les autorisations, donc ils avaient le droit d'exploiter à chaque fois, mais ils le savaient que le lendemain.
Ah putain, ok. D'où le fait qu'il y ait eu plein de dernières. Bref, c'était à donc ce moment-là de ma vie. là-bas, iconique. Ouais, j'adore cet endroit. Et donc, j'ai eu un restaurant là-bas tous les mardis qui s'appelait Chez Wam. C'était avant le Covid. Ouais. Et donc, c'était à peu près à ce moment-là, à cette période-là, entre les dîners à domicile et le début de Chez Wam. Voilà. Et t'avais déjà une belle communauté sur Insta? Ah non, alors disons que ma communauté sur Instagram, elle a vraiment explosé. Enfin, explosé, si on peut parler d'exploser, mais elle a vraiment augmenté pendant le confinement. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai mis des recettes tous les jours. À l'époque, c'était en story et en story à la une et tout ça. C'était pas en réel comme aujourd'hui. Ouais. Mais j'avais quand même une quinzaine de milliers de followers, et à l'époque, c'était beaucoup sûr. Parce que le taux d'engagement était bien différent, etc. quoi. Ok. Donc là, t'en es à créer, ça commence à bien fonctionner. T'as une communauté qui est très engagée, et tu te dis, je vais sortir des sentiers battus, littéralement, puisque tu vas au bois de Boulogne avec ton steak haché, quoi. Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je sais pas. Comment c'est venu ce truc-là, cette idée? Franchement, je sais pas tellement, mais en fait, j'avais envie vraiment de faire quelque chose de visuellement intéressant, et en termes d'éthique, il y avait aussi une forme de se dire que ce qui était sorti de la terre revenait à la terre, et c'était une forme aussi de rappeler un peu d'où venaient les choses, et qu'il y en avait marre d'acheter des légumes en barquette congelés, ou je sais pas. En fait, je sais pas vraiment s'il y avait même est-ce que c'était juste purement esthétique? Sûrement aussi sur le moment, parce qu'il y avait un côté fort adressé à même la nature. Je trouvais que les images étaient assez jolies dans ma tête, tu vois. Peut-être il y avait aussi le côté un peu provoque d'images qui avaient jamais été vues un peu, et de sortir, parce qu'à l'époque moi j'aimais bien cuisiner, tu sais, sur le papier cuisson un peu. Ah oui. Un peu voilà, sans assiette du coup. Ouais, voilà. C'est un concept où on met un grand papier craft. Exactement. Et tout le monde pose. Et tu peux un peu composer comme si tu composais sur une toile un plat. Alors aujourd'hui je le fais plus du tout, mais à l'époque c'était mon truc. Donc peut-être que c'était aussi ça. Okay. Tu vois, cette énergie d'avoir toujours envie de se servir du contenant comme élément de décoration aussi. Donc je sais pas vraiment, je pense que j'ai voulu tenter un truc aussi, tu vois, tout simplement. C'est bien en vrai. Enfin bon, après évidemment c'est un bide, sinon on n'en parlerait pas. Mais moi je trouve ça bien de tenter des choses, et surtout en termes de cuisine. C'est facile de s'enfermer dans quelque chose qui marche bien et qui est rodé, et je pense que tu dois être tout le temps en recherche de stimulation créative et tout, et continuer d'innover et tout. Donc je comprends ton idée et ton envie sur le coup de créer ces images. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est en fait c'est encore malheureusement un domaine dans lequel il y a quand même pas mal de codes, et c'est quand on sort, tu peux vite te faire un peu déchiqueter, parce que c'est un art, ça c'est sûr, mais qui recouvre énormément de traditions, de règles d'hygiène, c'est vrai. de préceptes d'anti-gaspi, écologie, etc., de restrictions alimentaires. Donc c'est un beau métier artistique, mais qui a englobé d'énormément de contraintes limitantes, tu vois, qui font que faut pas jouer, enfin tu vois, faut faire attention, faut être conscient, faut pas jouer avec la nourriture, ouais, littéralement. Ouais. Et donc tu organises ce shooting, comment est-ce que tu fais? C'est toi qui prends les photos, tu fais appel à quelqu'un? À l'époque, j'avais une demoiselle qui travaillait avec moi, qui était brillante, et qui était un peu un couteau suisse, donc qui m'aidait en cuisine, et qui était aussi elle avait fait une école de photo, du coup elle avait un appareil photo, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire un shoot un peu différent. Ouais. Et du coup, elle s'occupait des photos. On avait fait toutes les mises en place. Donc les mises en place, c'est les préparatifs, tu vois, d'avance, donc pré-cuisson, machin, dans des boîtes chez moi. Et puis après, on a pris la voiture et on est allé pas trop loin, donc au bois de Boulogne. Ouais. Et un peu deep dans le bois de Boulogne, on a trouvé un très joli endroit avec une très belle lumière. C'était je crois que c'était au mois d'octobre, à cette période de l'année. Ah ouais, la forêt, c'est magnifique. L'automne, incroyable. Ouais.
exactement. Et Donc alors t'as une assiette posée sur le lichen, la mousse, c'est ça? alors non, en fait t'as pas d'assiette du tout. Enfin l'assiette et le lichen littéralement. Ouais. Alors il y a eu plusieurs shoots. Enfin il y a eu plusieurs setups quoi. Il y en a un où t'avais des tranches de roast beef qui pendaient d'un arbre sur tu vois comme un petit arbuste avec plein de branches qui étaient sans feuilles parce que du coup voilà c'était le début d'hiver et du coup t'avais plein de tranches de roast beef comme ça qui pendouillaient sur les branches. Le sapin de Noël un peu le sapin de Noël en mode Tim Burton un peu tu vois. Clair. Donc franchement c'est vrai que c'était pas très appétissant avec du recul. Ah, ça c'est mais pas c'était top, mais la photo tu vois j'essaierai de te retrouver la photo elle avait vachement elle avait un vrai truc. Il y avait un autre plat avec du chou-fleur rôti qui était posé à même de la mousse sur un rocher. Ça devait être joli ça. Ouais, et puis on avait fait, tu vois, on rajoutait de la sauce au yaourt grec qu'on jetait un peu comme en bois de Boulogne, c'est borderline, hein. Pardon. Pas mal, tu vois. Tu vois que t'en as un peu en réserve. Oui, parce que j'ai dit à Julien, j'ai fait une migraine ophtalmique ce matin et j'étais là, bon, peut-être que je vais pas sortir de vanne, mais en fait, non. T'as tenu 4 minutes. C'est le côté crazy qui est ressorti, vraiment, je vous prie de m'excuser, quoi. C'est la faute du yaourt grec. Ouais, et de la migraine ophtalmique. Les deux ensemble. Mix des deux, ouais. Donc oui, donc je balançais, tu vois, des splashes de yaourt grec et tout autour. Et après, genre, j'ai fait une composition avec des oignons pickles, de la nette, machin, plein de trucs. C'était visuellement très beau. Et puis on avait fait aussi notre mise en scène avec de la patate douce qu'on a mis dans les fougères, un peu en mode Où est Charlie? Ok. Tu vois, c'était. Ah ouais, vous étiez donné, quoi. Ouais, c'était assez cool. Et voilà. Et tu rentres chez toi et t'es là, bête d'idée. On passe en mode retouche. Pendant les retouches, on est genre, waouh, c'est tellement conceptuel. Est-ce qu'on n'est pas des génies? Est-ce qu'on va pas révolutionner, tu vois? Ce serait pas, en fait, des artistes, finalement. En fait. Et voilà. Et du coup, je publie ça, dans la foulée. Et alors, mis à part le nombre de likes extrêmement limité qui régit quand même le succès ou non et le bonheur ou non en 2022, malheureusement. Au-delà de ça, il y a eu des commentaires genre je comprends rap, genre qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu veux dire par là, et aussi sur le gâchis alimentaire. Je me suis fait bien tacler, sachant que je précise j'avais tout ramené pour bouffer après parce que c'était pas sale, enfin tu vois, j'avais posé sur des rochers, des branches, enfin je m'en fous, un petit peu d'eau et c'était fini. Bien sûr. Mais ça on peut pas le voir sur les photos. Non, quoi. Non. Mais je comprends, hein, parce que bon, c'était un peu poussif quand même, tu vois, parce que je trouve que quand il y a quelque chose qui est pas fait de manière malveillante, c'est relou de recevoir de la malveillance, tu vois. Si c'est juste de l'incompréhension, c'est ok, mais c'est relou d'envoyer de la malveillance quand t'essayes juste un truc, tu vois, une démarche artistique, tu vois, même si elle est foireuse complètement et qu'elle fait rien ressentir. Là, enfin, tu t'es fait, t'as eu des haters qui t'ont... Ouais, j'ai eu quelques mauvais messages, et puis je suis un peu tombé de haut parce que j'étais en mode c'est trop cool, j'ai trop pris plaisir à faire ce truc, et en fait il a été très 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 mal reçu, et du coup j'ai supprimé la publication au bout de quelques jours et j'ai laissé tomber ce shoot qui m'avait quand même pris beaucoup de temps, tu vois. Bien sûr. Beaucoup de travail, etc. Et beaucoup de mon énergie, voilà, tu vois, beaucoup d'énergie perso. C'est très déroutant la frontière entre ce qu'on pense dans sa tête, ce qu'on fait, ce que l'autre voit, ce que l'autre pense. Enfin, tu vois, il y a un gap tellement énorme entre toi, ce que tu as essayé de donner comme message, qui était peut-être retour à du naturel, des produits bons, sains, bio. J'imagine qu'il y avait quelque chose comme ça autour de ça, en tout cas de bons produits, voilà. Et ce qu'on peut voir, effectivement, on pense éco-responsabilité, on pense aussi aux véganes qui ont dû regarder ça et de se sentir vachement offensés, en fait. Il y avait un truc un peu d'exhibitionnisme de viande, tu vois, moitié crue. Presque pas respectueux, alors que c'était pas du tout ce que tu voulais faire, quoi. En fait, avec du recul aujourd'hui, je comprends que l'incompréhension peut mêler à tellement de, tu vois, de réflexions et de remarques autour du sujet, parce que c'est un sujet touchy et que
je respecte, mais c'était loin de là, c'était pas du tout mon envie sur le moment, quoi. Ouais, j'en suis sûre. Et hors micro, on tirait un petit peu le fil de tout ça sur la notion de créativité et parfois le fait qu'on veut toujours se pousser à aller au-delà, faire mieux, etc. Et que parfois on en perd presque un peu son identité et le message qu'on veut faire passer, quoi, en fait. Exactement, ouais, c'était hyper intéressant. Je suis entièrement d'accord avec toi et au final la belle leçon que et d'ailleurs j'en parlais avec un copain artiste il y a peu de temps, mais la belle leçon que j'ai retrouvée de ça, c'est que essaye de rester plutôt toi-même, de t'écouter et de faire les choses de façon spontanée et de pas forcément chercher à aller faire pour plaire ou faire pour être, tu vois, ou ressembler à ou sûrement que je me trouvais peut-être trop commercial ou trop mainstream, tu vois, un peu dans mon contenu et que j'avais envie de faire un truc un peu plus niche, un peu plus pour ressembler à un tel, etc. Peut-être. Ouais. Alors que je pense que juste être soi-même au maximum et c'est ce qui accroche le plus les gens. C'est ce qui accroche le plus, c'est ce qui épanouit le plus même ta propre personne et c'est ce qui permet de savoir qui tu es au maximum et après c'est lisse, quoi. Ouais, je pense aussi que quand tu te fais critiquer alors que t'es super sincère et que c'est vraiment toi, il y a un sort de truc où évidemment c'est super désagréable, mais tu restes assez ancré. Alors que quand t'as voulu proposer quelque chose, mais que dans le fond, en fait c'est trop éloigné de qui t'es vraiment, ça doit complètement déstabiliser ce genre de remarques, quoi. Évidemment. Et d'ailleurs, quand tu vois, quand j'y repense maintenant, je me rends compte qu'en fait c'était pas moi du tout, tu vois. Quand je regarde ce truc-là maintenant avec du recul, c'était pas moi du tout. Il y a une forme, il y a quelque chose de trop décousu et il y a pas coloré, tu vois. C'est pas moi. J'aime la bienveillance, tu vois, surtout par la nourriture, le partage, etc. Et là, il y avait pas d'infos, il y avait pas de, tu vois, il y avait pas de trop second degré, pas assez spontané, je pense. Ça doit être touchant quand tu te dis en 5 ans, déjà t'as dû tellement évoluer, enfin t'avais 25 ans à l'époque. Ouais, exactement. Mais entre 25 et 30 ans, c'est un truc de ouf comme on devient soi. Enfin, deux humains différents, ouais, bien sûr. Ah ouais, de dingue. Et ça doit être émouvant de regarder ça et de dire putain, je suis passée par tellement de stades sans me connaître, en tentant des choses parce que j'avais juste besoin d'apprendre à me connaître en fait. Et ça doit être vraiment, je sais pas, hyper satisfaisant de se retrouver là où t'es aujourd'hui et de se dire ah ouais, j'ai dû faire tout ça. J'ai dû rater plein de petits trucs dans tous les coins pour réussir à par exemple Michaud, pour moi, ça quand tu parles, je trouve que ça correspond tellement à ce que t'es. Et est-ce que t'aurais fait un resto comme Michaud si t'as été pas passé par plein d'expérimentations un peu foireuses de temps en temps pour essayer de vraiment te recentrer, quoi? Ah bah évidemment. D'ailleurs, je trouve ton podcast fascinant parce que on parle très souvent de l'aboutissement ultime, mais forcément que avant, même si c'est pas forcément des échecs, c'est des expériences qui sont dures, etc. Pour à la fin te mener à quelque chose de plus lisse et paisible. Mais par exemple, tu vois, c'est un autre exemple que je cite souvent. Donc tu sais, Créature dont tu parlais, mon restaurant sur le Roupton des Galeries Lafayette, c'est un restaurant qui est saisonnier, donc qui ouvre que que l'été, quoi. C'est un rooftop, avril à octobre, quoi. Et la première année que j'ai ouverte, c'était juste après, donc chez OAM au Bus Palladium. Je n'avais pas d'expérience en tant que chef de restaurant pur. J'avais jamais fait ça parce que je suis autodidacte, donc j'avais travaillé dans des restaurants, mais en tant que chef, non, et surtout pour un restaurant qui peut faire jusqu'à 1000 couverts jour sur le toit des Galeries Lafayette. Non mais t'imagines le délire? C'était la réouverture de la terrasse. Des gens qui sont déjà là, qui connaissent leur métier par cœur, et toi t'arrives, ils sont là. Attends, c'est qui lui un peu? Oui, non et puis ça c'est sûr. Il y a aussi un manque de légitimité folle. Et puis au-delà de ça, c'est comme une grande chorégraphie, tu vois. Donc si le metteur en scène est à côté de la plaque, c'est très décousu et c'était 1000 couverts, c'est non mais c'était un bazar mais monstre et j'ai failli craquer, enfin j'ai failli exploser en cours de saison et j'ai dû même me retirer pendant quelques jours. Voilà, avec ma famille, etc., pour reprendre un peu le cap. Et pourquoi? Parce que tu t'arrivais pas encore à t'organiser, à tout bien segmenter, donc du coup, c'était trop?
Alors, en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, j'avais très envie d'essayer d'oublier le concept de brigade à la française, c'est-à-dire chef, sous-chef, chef de partie. Enfin, tu vois, le fait que ce soit hyper hiérarchisé, sectorisé, comme c'est le cas dans 99% des cuisines dans le monde. J'avais envie d'essayer un peu découdre ça, tu vois, parce que cool, mais ça m'énervait, tu vois, le côté un peu autoritaire de l'un sur l'autre, le côté un peu écrasant qu'il peut y avoir dans une brigade. Et donc j'ai essayé de casser ça. Le problème, c'est que c'est un métier qui est tellement intense et qui demande une organisation tellement précise que si tu le fais pas, cette organisation-là, il faut en faire une autre, mais il faut savoir où tu vas. Et moi, franchement, j'étais mal organisé. Donc je me retrouvais à personne sait vraiment ce qu'il doit faire, à qui il obéit ou pas, etc. Donc j'ai dû remettre ça en place. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était pas de forcément casser la hiérarchie, mais de faire un management qui était beaucoup plus sain et bienveillant que dans d'autres maisons qu'il peut y avoir dans ce métier, d'essayer de mettre un maximum de parité en cuisine, tu vois, d'interdire tout ce qui est violence verbale aussi. Tu vois, de bien donner des jours de congés consécutifs et d'avoir des horaires normaux pour les cuisiniers, parce que je sais pas si tu sais, mais dans la restauration, on peut t'appeler genre pendant ton seul jour off de la semaine et de te dire il y a machin qui est malade, tu peux le remplacer s'il te plaît, et dire mais non, en fait ce soir on a plus de couverts que prévu, tu peux rester 3 heures de plus s'il te plaît. Mais je suis arrivé à 6 heures du mat, je m'en fous. Oh la vache. Tu vois, c'est des trucs, moi pendant que je travaillais dans d'autres restos, ça m'arrivait souvent, tu vois. Un jeudi soir je travaillais dans un restaurant, il est 2h30 du matin, donc je finis de nettoyer la cuisine, quoi. Épuisé parce qu'on avait envoyé des assiettes jusqu'à 1h du mat. Je rentre lessivé et là le chef me dit Julien, demain t'es du matin, tu viens à 6h. Je lui dis mais tu le vois, il est 2h30 et qu'il me reste 3 heures à dormir. Tu le vois. Ouais. Tu me demandes consciemment très sereinement de venir après 2h30 de nuit alors que je viens de faire une 12 heures d'affilée, mais tu vois, c'est. Et puis les gens, ils sont meilleurs à leur taf en fait quand ils ont bien dormi, qu'ils sont bien dans leur peau. Et puis la nourriture est 100 fois meilleure. Ils gagnent, mais ouais. Puis les clients sont vachement contents parce qu'ils ont un contact très chouette avec des gens qui sont plus souriants, plus machin. Enfin, vraiment, c'est le cercle vertueux. Mais tu vois, tu sens de toute manière les ondes. Quand t'arrives, quand il y a une cuisine ouverte et que tu sens que tout le monde est fatigué, tendu et que tu t'assois, t'es compressé, quoi. Dérangé. Ouais, vraiment, c'est vraiment ça. Alors que quand tu vois qu'il y a de la légèreté et tout, et que y a une belle cohésion globale et tout, ça se ressent aussi, c'est hyper agréable, quoi. Mais en tout cas, ça fait du bien d'entendre ce que tu dis sur Créature en fait, je me suis lancé un énorme défi. Je pense que tu te rends je pense pas que ce soit possible de se rendre compte à l'avance de ce que ça va être. On accepte un défi justement parce que c'est un défi. Et puis sur place, à mon avis, la réalité elle doit être bien violente. Et ça fait du bien d'entendre putain, j'ai taffé de ouf, j'ai dû me réorganiser, ça a été super dur. Au final, je suis sûre que t'en as appris plein de choses et puis ça continue et puis t'ouvres d'autres restaurants, mais ouais, aucun parcours est linéaire et Ah non, ça c'est sûr. Mais ce qui est merveilleux, c'est que là, cet été, on a réouvert donc pour la 4e saison et je l'ai même pas senti, tu vois. Ah, trop cool. Donc ça, c'est la beauté du truc, c'est que il y a 4 ans, j'ai cru que j'allais littéralement y passer. Ouais. Genre, je pensais que c'était foutu. Et aujourd'hui, c'est dans mon agenda, tu vois, je fais c'est l'ouverture de tu vois. Donc ça, c'est là, tu te fais un petit cool. bisou sur l'épaule là. Parce que t'es là. Ouais. Le mois du futur pouvait pas aller voir le mois du passé juste pour lui dire ça va aller, mon chou. Et c'est pour ça que là, tu vois, donc avec l'ouverture de Micho, j'ai bien douillé parce qu'il y a eu le livre en même temps. Et dans ma tête, je me dis, écoute-toi, prends du temps pour toi, ça va aller, demain sera plus paisible et tout. Mais bon, il faut s'écouter quand même. Ouais, et c'est pas forcément facile parce que quand ça marche bien, c'est une sorte de roue où c'est dur de dire non parce qu'on doit te proposer des trucs trop cool. Non, mais il faut et même au-delà de ça, grave, déjà il y a ça. Et aussi quand t'as un restaurant, c'est un lieu de vie dans lequel au début, donc il y a tous tes potes qui viennent, il y a des gens, même si c'est pas tes potes, les clients qui viennent, ils viennent vraiment parce qu'ils ont envie d'adhérer à ce nouveau truc, donc ils font le déplacement pour toi. Tu vois, t'as les nouvelles personnes du quartier qui viennent. En fait, t'as le FOMO constant quand il est pas. Le FOMO étant le fear of missing out, c'est le fait d'avoir peur de rater un truc.
Bah c'est bien parce que ma mère écoute mon podcast et je suis pas certaine qu'elle connaissait ce terme-là. Bah donc sûrement que ma mère aussi. Donc... Bonjour madame, ravie de vous rencontrer. Donc ouais, le FOMO, ouais, j'imagine, bah c'est ton nouveau bébé, quoi. Bah ouais, donc t'as envie d'y être H24 et tu te dis mais ça va, quand j'y suis, c'est comme si j'étais chez moi, ça se passe bien et tout, mais bon, tu te donnes donner l'énergie aux gens, tu te donnes aspirateur constant et puis quand tu y es pas, c'est le soir où il y a Joey Star et t'es là, non. Tu vois, tellement ça. Pourquoi? Je voulais juste me reposer un soir. Ouais. Et là, c'est trop demandé. J'arrive. Ah ouais, c'est sûr. Moi, j'ai ce truc-là. J'ai appris ça en même temps que le FOMO. C'est dans How I Met Your Mother. C'est le blitz. C'est celui quand il part. C'est là où la soirée elle devient vraiment chambée. Moi, je suis le blitz. C'est-à-dire que je me couche, je vais à toutes les soirées, j'adore sortir. Mais par contre, je suis fatiguée vers minuit, 1h et je me casse à l'anglaise, tu vois. Et après, t'es sûr que je vais avoir des selfies de mes potes en mode « Putain, on est dans les backstage, on a fait ça et tout ». Et moi, je suis dans mon lit. Pourquoi t'arrives pas à te suivre après minuit et demi, t'es à l'ouest? Ouais, ça me saoule. Enfin, tu vois. T'as envie d'avoir ton petit rythme, tranquille. De ouf, j'ai envie de faire ma skincare routine. Enfin, voilà, quoi. J'ai envie de me lever le dimanche matin et faire des trucs. Oui, t'as pas envie d'être une larve toute la journée. Ça me saoule, ça. Ah bah, mais je sors quasiment tous les soirs, par contre. Mais ça, c'est parce que t'as un bon rythme, je pense. Ouais, c'est comme la rando, tu vois, voilà. J'ai un bon rythme, mais je pars tôt et je suis le blitz. Donc, sache que si je reviens chez Michaud, quand je pars, tu peux être certain que c'est l'ambiance qui va partir. Sûr. Ok, c'est noté. En tout cas, tout ça, je trouve ça vachement cool que tu parles aussi de cet envers du décor parce que tu vois, quand je regarde ton Wikipédia ou je sais pas, les articles sur toi, il y a marqué autodidacte, t'as ouvert plein de trucs, tu sais, t'es beau gosse, t'es jeune, machin, enfin, il y a un sort d'aura de dingue autour de toi en ce moment, ça cartonne et c'est hyper impressionnant et je pense que ça fait vachement de bien aussi d'entendre que en fait, si t'en es là, c'est parce que t'as dû réapprendre plein de trucs, que t'as dû à chaque fois changer de mini direction en fonction de ce qui marchait, ce qui marchait pas, comme dans chaque parcours pro, quoi. Donc ça, c'est cool. Merci. Merci à toi. C'est trop gentil. C'était un trop bon épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop cool. Est-ce qu'on assume la blague du bois de Boulogne? Ouais. Ouais. C'est toi la DA, c'est toi qui gères. Mais je pense que ouais. Merci beaucoup. Trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.